Sors et n'y reviens plus. A hurlé Mon père, ils m'ont mis à la porte pour avoir abandonné mes études de droit. Ils ne savaient pas que je valais 30 millions de dollars. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon manoir de Malibu. Je suis Stephanie Blackwood, 29 ans, et il y a 3 ans, mon père m'a hurlé de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Avec une seule valise et 200 dollars en poche, je n'avais nulle part où aller. Aujourd'hui, je sirote mon café sur le balcon de mon manoir de 30 millions de dollars à Malibu, observant le lever du soleil sur l'océan Pacifique. Le chemin de ce seuil à ce balcon n'a pas été facile, mais il a tout changé. Avant de me plonger dans la façon dont je suis passé de sans-abri à propriétaire d'un paradis en bord de mer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner pour me rejoindre dans ce voyage qui transforme la douleur en puissance. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Denver, Colorado. Notre maison n'avait rien de spécial, des chambres ordinaires, un revêtement bleu délavé et une cour juste assez grande pour une balançoire. Mais pour mon père, Frank Blackwood, cette maison représentait l'échec. Il avait toujours rêvé plus grand, parlé plus grand, et blâmé tout le monde quand la réalité ne correspondait pas à ses attentes. Papa travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise de fabrication. Il n'était pas mauvais dans son travail, mais il n'était pas exceptionnel non plus. Cette médiocrité le rongeait quotidiennement, le transformant en une cocotte minute de ressentiment qui finirait par exploser sur quiconque se trouvait à proximité, généralement moi. Il rentrait à la maison, desserrait sa cravate et trouvait immédiatement quelque chose à critiquer. La maison n'était pas assez propre. Le dîner n'était pas prêt à temps. Mes notes n'étaient pas assez parfaites. Stéphanie, disait-il, examinant mon bulletin avec un 98% à un examen de calcul. Qu'est-il arrivé aux 2 autres points? Peu importe que j'ai eu la meilleure note de la classe. Chez Frank Blackwood, l'excellence était l'exigence minimale. Ma mère, Grace, était belle d'une manière calme et discrète. Elle avait de chaleureux yeux marrons qui se plissaient au coin quand elle souriait, ce qui devint de plus en plus rare au fil des ans. Maman avait été professeure d'art avant d'épouser papa, mais il l'avait convaincue d'arrêter quand mon frère Jason est né. Une femme Blackwood ne travaille pas, déclara-t-il, comme s'il lui conférait un grand honneur. J'ai observé au fil des ans comment son esprit artistique s'est lentement flétri sous son contrôle. Elle nous aimait farouchement, mais silencieusement. Quand papa se mettait en colère, elle attendait qu'il parte en trombe, puis se glissait dans nos chambres avec un toucher doux et des encouragements chuchotés. Ça passera, disait-elle. Mais nous savions toutes les deux que ça ne passait jamais vraiment. Elle était le tampon entre sa colère et nous, absorbant le pire elle-même. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était piégée à sa manière, financièrement dépendante et émotionnellement manipulée pour croire qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Puis il y avait mon frère Jason, 2 ans plus âgé et l'enfant prodige. Il jouait au football, obtenait des notes décentes et, le plus important, vénérait notre père. Il suivait le plan de papa sans poser de questions. Diplôme en commerce, emploi en entreprise, épouser sa petite amie de fac, Heather, avant même qu'il n'ait compris qui ils étaient en tant qu'individus. Papa rayonnait de fierté pour tout ce que Jason faisait, tout en trouvant des défauts à tout ce que je poursuivais. J'ai découvert les ordinateurs quand j'avais 12 ans. Ma grand-mère, Lilian, la mère de maman et la seule personne qui ait jamais tenu tête à mon père, m'a offert un ordinateur portable reconditionné pour mon anniversaire. Papa était furieux, le qualifiant de distraction par rapport aux études sérieuses. Mais grand-mère Lilian a tenu bon. La fille a son propre esprit, Frank, a-t-elle dit lors de l'une de leurs confrontations tendues dans notre salon. Et Dieu merci pour ça. Cet ordinateur est devenu mon évasion. Pendant que d'autres enfants de mon âge étaient au centre commercial ou regardaient la télé, j'apprenais à coder par moi-même. J'ai commencé avec du HTML simple, construisant des sites web basiques sur des choses que j'aimais, l'astronomie, les romans policiers, même une page de fans pour mon groupe préféré. Puis je suis passé au JavaScript, au Python et finalement au développement d'applications. La logique du codage avait un sens pour moi que les émotions humaines n'avaient souvent pas. Il y avait une clarté. Soit votre code fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas. Pas de jeu psychologique, pas d'attente changeante. L'école m'était facile. J'ai maintenu une moyenne de 4,0 sans grand effort, ce qui rendait en quelque sorte mes réalisations moins importantes aux yeux de mon père. Le talent naturel sans travail acharné est un potentiel gâché, sermonna-t-il,
complètement aveugle aux heures que je passais penché sur mon ordinateur portable à acquérir des compétences qui me rapporteraient finalement des millions. Mon 16e anniversaire se distingue comme étant particulièrement douloureux. Je venais de terminer ma première véritable application, un outil simple qui aidait à organiser les notes d'études et en générer automatiquement des fiches de révision. Ce n'était pas révolutionnaire, mais je l'avais construit de toutes pièces, et quelques centaines d'élèves de mon lycée l'utilisaient déjà. J'étais folle de fierté quand je l'ai montré à ma famille pendant le dîner. C'est sympa, chérie, a dit maman, sincèrement impressionnée, même si elle ne comprenait pas pleinement l'exploit technique. Jason y a jeté un coup d'œil pendant 2 secondes. Cool, je suppose. Papa a à peine levé les yeux de sa coupe de steak. C'est pour ça que ta note de chimie avancée est tombée à 1 A-. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette a retenti. C'était une livraison spéciale. Le trophée régional de football de Jason était arrivé. Papa s'est immédiatement écarté de la table. Mon application fut oubliée tandis qu'il s'extasiait devant le trophée, prenant des photos de Jason le tenant, appelant des proches pour se vanter. Mon gâteau d'anniversaire est resté intact jusqu'à près de minuit. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse silencieuse en étant couché, les larmes séchées sur mon oreiller. Un jour, je construirai quelque chose de si réussi que même Frank Blackwood ne pourrait pas le rejeter. Je prouverai ma valeur, pas seulement à lui, mais à moi-même. J'ai travaillé à temps partiel tout au long du lycée, babysitting, tutorat pour des enfants plus jeunes en maths et en sciences, et même la création de sites web pour de petites entreprises locales. Chaque dollar allait sur mon compte d'épargne, mon fonds d'évasion, comme je l'appelais en privé. Je savais que l'université serait mon billet de sortie. Et même si papa avait mis en place des fonds universitaires pour Jason et moi, je ne voulais pas dépendre de son argent. L'argent dans notre maison venait toujours avec des conditions. Grand-mère Lilian est décédée pendant ma dernière année de lycée. Elle m'a laissé 10 000 $ avec une note qui disait « Construis quelque chose de merveilleux, Stéphanie. Et ne laisse jamais personne te couper les ailes. » Mon père a suggéré que je l'investisse dans un placement sûr ou que je l'utilise pour des dépenses universitaires pratiques. Au lieu de cela, je l'ai gardé intact sur un compte séparé, un capital de départ pour mes futurs rêves qui prenaient encore forme. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, j'avais économisé près de 20 000 $, mon héritage de grand-mère et tout ce que j'avais gagné moi-même. J'avais un pied dehors, prêt à commencer le chapitre suivant, loin des attentes écrasantes et de l'amour conditionnel de Frank Blackwood. Ce que je ne savais pas alors, c'est à quel point cette porte se fermerait finalement derrière moi. Quand ma lettre d'acceptation de l'UCLA est arrivée, offrant une bourse substantielle pour l'informatique, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Los Angeles était à plus de 1000 miles de Denver, assez loin pour que je puisse créer ma propre identité loin de l'ombre de mon père. Comme prévu, papa fut déçu de mon choix. Informatique, raya-t-il, agitant la lettre d'acceptation comme si c'était une contravention. Les Blackwood sont des leaders d'entreprise, pas du support technique. Northwestern t'a accepté pour le commerce. C'est là que tu devrais aller. Je ne veux pas étudier le commerce, ai-je répondu, puisant du courage quelque part au fond de moi. Je veux construire des choses. Son visage s'est durci dans ce masque familier de désapprobation. Tu fais une erreur, mais c'est ton avenir que tu ruines, pas le mien. Ces mots m'ont suivi en Californie, un compagnon indésirable pour mon nouveau départ. Malgré la bourse substantielle, l'université restait chère. Mes économies ont aidé, mais j'avais besoin de travailler tout au long de mon séjour à l'UCLA pour joindre les deux bouts. J'ai pris un emploi au service d'assistance informatique du campus et j'ai décroché des projets de conception web en freelance chaque fois que je le pouvais. L'emploi du temps était brutal. Cours toute la journée, travail jusque tard le soir, puis études et projets de codage jusqu'aux premières heures du matin. Ma colocataire de première année, Tara Mitchell, est rapidement devenue ma plus proche amie. Elle étudiait le marketing numérique et avait une personnalité vibrante qui équilibrait ma nature plus analytique. Tara a grandi à San Francisco avec des parents qui possédaient une chaîne de restaurants prospères. Contrairement à moi, elle bénéficiait d'un soutien familial inébranlable, tant émotionnel que financier. Ton père a dit quoi ? A-t-elle halté un soir après que j'ai raconté un appel téléphonique particulièrement décourageant à la maison. Ce n'est pas de l'amour dur, Steph. C'est juste être un crétin. Entendre quelqu'un d'autre dénoncer le comportement de mon père était étrangement validant. À Denver,
tout le monde pensait que Frank Blackwood était un pilier de la communauté, réussi, charitable, impliqué dans la politique locale. Personne ne voyait ce qui se passait à huis clos. En deuxième année, Tara et moi étions inséparables. Nous avons quitté le campus pour un petit appartement avec des meubles dépareillés et une plomberie douteuse, mais c'était le nôtre. Une nuit, autour de 20 bons marchés et de plats chinois à emporter, nous avons élaboré l'idée de notre première entreprise, une application qui aiderait les étudiants à trouver des offres de dernière minute dans les restaurants locaux. Pense-y, a dit Tara, gesticulant avec ses baguettes. Les restaurants ont des soirées creuses et de la nourriture en excès. Les étudiants sont toujours fauchés et affamés. Nous les connectons. Food s'avère, ai-je suggéré, le concept prenant déjà forme dans mon esprit. Nous pourrions utiliser la géolocalisation pour afficher les offres à proximité et les restaurants pourraient publier en temps réel quand ils ont besoin d'écouler leur inventaire. Pendant les 6 mois suivants, nous avons consacré chaque minute de libre au développement de Food s'avère. Je m'occupais du côté technique, codant entre les cours et pendant les périodes creuses au travail. Tara a tissé des liens avec les propriétaires de restaurants locaux, les convainquant d'essayer notre plateforme une fois lancée. Nous étions alimentés par des nouilles ramen, de la caféine et la conviction enivrante que nous construisions quelque chose qui comptait. Pendant les vacances de Thanksgiving de ma 3e année, je suis rentré à Denver avec un prototype fonctionnel de Food s'avère à montrer à ma famille. J'avais répété mon discours pendant tout le vol, imaginant bêtement que mon père pourrait enfin voir mon potentiel. Le dîner a commencé assez agréablement. Maman avait préparé tous les plats traditionnels, et même Jason semblait de bonne humeur, partageant des histoires sur son nouveau travail dans une société d'investissement. Quand la conversation s'est calmée, j'ai sorti mon téléphone. J'ai travaillé sur quelque chose que j'aimerais vous montrer, ai-je dit, ouvrant la version bêta de Food s'avère. C'est une application qui met en relation les restaurants ayant un excès d'inventaire avec des consommateurs soucieux de leur budget. Maman s'est penchée en avant avec intérêt. Ça a l'air astucieux, chérie. Je leur ai présenté l'interface utilisateur, expliquant comment les entreprises et les clients en bénéficieraient. Jason a posé quelques questions superficielles sur le modèle économique, puis mon père a raclé sa gorge. C'est donc une application de coupons glorifiés, a-t-il dit sèchement. C'est plus que ça, ai-je commencé à expliquer. Il s'agit de réduire le gaspillage alimentaire. Stéphanie, m'a-t-il interrompu, sais-tu combien d'applications sont lancées chaque jour? Des milliers, et la plupart échouent en quelques mois. C'est exactement pourquoi je voulais que tu ailles en école de commerce. Tu n'as aucune compréhension des réalités du marché. J'ai senti mon visage rougir de honte. Nous avons déjà enregistré 20 restaurants près du campus pour le projet pilote. De petits restaurants en faillite, désespérés de trouver des clients, a-t-il rétorqué. Frank, a doucement interjeté ma mère. Je pense que ça a l'air prometteur. Il l'a ignoré. Quand ce petit projet échouera inévitablement, tu prendras peut-être enfin ton avenir au sérieux. Je n'ai pas touché à ma tarte à la citrouille ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol et suis retourné en Californie plus tôt, jurant de ne plus partager mes efforts entrepreneuriaux avec ma famille avant d'avoir un succès indéniable à rapporter. De retour à l'UCLA, je me suis lancé dans mes études avec une détermination renouvelée. Un professeur de mon cours d'algorithmes avancés, le Dr Eden, a remarqué mon travail et m'a invité à rejoindre un petit groupe de recherche qu'il dirigeait. Le Dr Eden était tout ce que mon père n'était pas. Encourageant, constructif dans sa critique et réellement intéressé à aider ses étudiants à réussir. Tu as un don, Stéphanie, m'a-t-il dit après que j'ai présenté une solution particulièrement innovante à un défi de programmation complexe. Mais plus important encore, tu as du cran. Cette combinaison te mènera loin. Sous sa tutelle, j'ai brillé académiquement. Il m'a également mis en contact avec une opportunité de stage chez Tech Forward, une start-up montante développant des solutions de sécurité pour des clients d'entreprise. Le stage était non rémunéré, ce qui signifiait travailler encore plus d'heures à mes emplois rémunérés, mais l'expérience et les contacts se sont avérés inestimables. Pendant ce temps, Food s'avère a été lancé officiellement, mais a eu du mal à gagner du terrain. Malgré les efforts de marketing de Tara, nous n'avons pas pu atteindre la masse critique d'utilisateurs nécessaire pour rendre la plateforme viable. Après 4 mois, nous avons pris la décision difficile de l'arrêter. Je suis désolé, ai-je dit à Tara la nuit où nous avons officiellement débranché la prise. J'ai l'impression de nous avoir fait échouer.
Elle a rempli nos verres de vin et a levé le sien en un toast à « échouer pour avancer ». Nous avons appris plus de cela que de n'importe quel cours, et la prochaine fois, nous serons plus intelligentes. Sa résilience était contagieuse, et au lieu de me sentir vaincu, j'ai commencé à cataloguer mentalement les leçons. Nous avions construit des fonctionnalités dont les utilisateurs n'avaient pas besoin. Notre processus d'intégration était trop compliqué. Nous n'avions pas pris en compte les limitations techniques du personnel des restaurants. Chaque erreur était un point de données pour le succès futur. La dernière année est arrivée rapidement. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus hautes distinctions en informatique avec une mineure en administration des affaires, une petite concession à l'insistance de mon père sur l'éducation pratique. Le docteur Eden m'a aidé à décrocher plusieurs entretiens d'embauche prometteurs, et j'avais des offres de 3 entreprises technologiques avant le jour de la remise des diplômes. Ma mère est venue pour la cérémonie. Mon père et Jason n'ont pas pu venir, ou plutôt ont choisi de ne pas le faire. Papa a prétexté une importante conférence d'affaires, bien que les réseaux sociaux aient ensuite révélé qu'il avait joué au golf ce week-end-là. Son absence m'a piqué, mais ne me surprenait plus. Il est fier de toi, a insisté maman alors que nous partagions un dîner de célébration après. Il ne sait juste pas comment le montrer. J'ai hoché la tête, ne voulant pas discuter, mais j'avais cessé de croire à ce conte de fées particulier depuis longtemps. La récession a frappé peu après l'obtention de mon diplôme. 2 de mes offres d'emploi ont été annulées alors que les entreprises mettaient en œuvre des gels d'embauche. La 3e offrait un salaire considérablement réduit qui ne couvrirait pas les frais de subsistance à Los Angeles. Avec mes économies qui diminuaient et les prêts étudiants qui se profilaient, j'ai pris la difficile décision de retourner temporairement à Denver pour me regrouper. Ce n'est que pour quelques mois, ai-je assuré à Tara alors que nous nous disions au revoir. Juste jusqu'à ce que l'économie se stabilise. Promets-moi que tu ne laisseras pas ton père te briser le moral, a-t-elle répondu, sachant exactement ce dans quoi je retournais. Promis. Cette fois, j'y vais à mes conditions. Je ne pouvais pas savoir alors à quel point ces conditions changeraient radicalement ou que ma prochaine sortie de la maison de mon père serait permanente. Retourner dans ma chambre d'enfant à 22 ans me donnait l'impression d'un échec, malgré les réalités économiques qui le rendaient nécessaire. J'ai pris un emploi dans une entreprise technologique locale, plusieurs échelons en dessous des postes qui m'avaient été offerts avant la récession, mais cela payait les factures et maintenait mes compétences à jour. Chaque soir après le travail, je continuais à développer mes propres projets, déterminé à ce que ce revers soit temporaire. Papa a mis en place des règles de la maison. Dans les jours suivant mon retour, couvre-feu, corvée assignée, dîner de famille obligatoire. C'était comme s'il essayait de ramener notre relation à l'époque où j'avais 16 ans, effaçant mon diplôme universitaire et mon statut d'adulte. J'ai mordu ma langue et j'ai obéi, me rappelant que chaque dollar économisé signifiait que la liberté arriverait plus tôt. La tension s'est accumulée lentement au fil des mois. Papa faisait des pics subtils sur mes choix de carrière pendant le dîner. Je répondais avec des faits calmes sur le potentiel de croissance de l'industrie technologique. Maman changeait anxieusement de sujet. Jason, qui rendait visite régulièrement avec sa femme Heather, souriait en silence devant cette dynamique familière. La technologie est une bulle, a déclaré papa un dimanche soir au dîner. Toutes ces entreprises d'applications avec des valorisations à milliards de dollars et pas un sou de profit. Ce n'est pas durable. En fait, ai-je rétorqué, incapable de me retenir. La technologie a montré la plus forte reprise après la récession. L'entreprise pour laquelle je travaille vient d'afficher des bénéfices trimestriels records. Il a agité la main de manière dismissive. Tu réponds aux appels de support. Ce n'est guère à la pointe. Pour l'instant, ai-je dit. Je développe aussi ma propre application de sécurité. J'ai des rendez-vous avec 2 investisseurs potentiels le mois prochain. Ses sourcils se sont légèrement levés, le plus proche qu'il ait jamais été de montrer de l'intérêt pour mon travail. Quel genre d'application de sécurité? Un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cette fois serait différente. J'ai expliqué mon concept. Un système de cryptage convivial pour les petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des solutions de sécurité de niveau entreprise mais géraient des données clients sensibles. Ça a l'air compliqué, a-t-il dit. Franchement. La plupart des propriétaires de petites entreprises peuvent à peine utiliser un email. Ils ne comprendront pas la valeur. C'est exactement le problème que je résous, ai-je insisté.
Rendre la sécurité avancée accessible aux utilisateurs non techniques. Il a secoué la tête. Tu dois te concentrer sur l'ascension des échelons à ton poste actuel. Fais tes preuves là-bas avant de courir après des fantasmes. J'ai serré la mâchoire et me suis tu. La déception familière s'est installée dans mon estomac comme une pierre. Le catalyseur, quand il est finalement venu, était quelque chose de trivial. Un mardi soir de juin, je suis rentré plus tard que d'habitude. Un bug dans mon application m'avait retenu au bureau jusqu'à 21h, et j'avais envoyé un SMS à maman pour lui dire que j'avais manqué le dîner. Quand je suis entré par la porte, papa m'attendait dans son fauteuil comme un juge prêt à prononcer la sentence. Ta mère a gardé le dîner en attente pendant 1 heure, a-t-il dit sans saluer. J'ai envoyé un message pour dire que je serais en retard. Il y avait un problème au travail que je devais résoudre. À ton vrai travail ou à ta compagnie imaginaire? Son ton était tranchant comme un rasoir. J'ai pris une profonde inspiration. Papa, je travaille sur quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait tout changer pour moi. Ce que tu fais, a-t-il dit, se levant, c'est vivre dans un monde imaginaire. Tu gaspilles ton éducation et ton potentiel dans des chimères. J'avais déjà tout entendu, mais cette nuit-là, quelque chose en moi refusait d'absorber un mot de plus de ces critiques. Mes chimères suscitent déjà l'intérêt de vrais investisseurs. Des gens qui comprennent la technologie voient la valeur de mon travail, même si toi tu ne le peux pas. Son visage s'est assombri. Surveille ton ton, jeune femme. Tant que tu vis sous mon toit, tu suis mes règles. Je sais, et je les fais. Mais ça ne te donne pas le droit de rejeter tout ce qui me passionne. Passionné, a-t-il raillé. La passion ne paie pas les factures. Les choix de carrière pratiques, oui. Ton frère a compris ça. Il est déjà considéré pour un poste de direction pendant que tu joues encore avec des ordinateurs. Je ne joue avec rien. Je construis une entreprise et me comparer à Jason ne fonctionne plus. Nous sommes des personnes différentes avec des compétences différentes. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, l'anxiété inscrite sur son visage. Le dîner est au four si tu as faim, Stéphanie. Le problème, a continué papa comme si elle n'avait pas parlé, c'est que tu as toujours cru que tu étais trop intelligente pour écouter les conseils. Ta grand-mère t'a rempli la tête de bêtises sur le fait de suivre tes rêves, et regarde où ça t'a mené, de retour dans ta chambre d'enfant à 22 ans. La mention de grand-mère Lilian a allumé quelque chose de féroce en moi. Ne la mêle pas à ça. Au moins, elle croyait en moi. Et moi, non. Qui a payé ton éducation? Qui t'a logé? Qui t'a soutenu toute ta vie? Soutenu? J'ai ri incrédule. Tu as critiqué chaque choix que j'ai jamais fait. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour toi, car tu fais constamment de mauvais choix. Sa voix a monté. Tu as choisi le mauvais diplôme, la mauvaise voie professionnelle, et maintenant tu perds ton temps sur une idée d'entreprise qui ne réussira jamais. Jason et Heather étaient arrivés pour une visite impromptue pendant notre dispute, se tenant maladroitement dans le couloir. Peut-être devrions-nous revenir une autre fois, a suggéré Jason. Non, restez, a dit papa. Peut-être que ta sœur pourrait apprendre quelque chose de ton exemple. C'était la dernière étincelle pour l'essence. Je n'ai pas besoin d'apprendre de l'exemple de Jason. Je ne suis pas Jason. Je ne suis pas toi. Et j'en ai marre d'essayer d'atteindre tes standards impossibles. Le visage de papa s'est contorsionné de colère. Si tu es si confiante en tes capacités, il est peut-être temps que tu voles de tes propres ailes complètement. Plus de filets de sécurité. Franck, a interjeté maman. Calmons-nous tous. Il l'a ignoré. Je t'ai porté assez longtemps. Tu penses que tu en sais plus que tout le monde? Prouve-le. Je le ferai, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui me parcourait. Pas sous mon toit, tu ne le feras pas. Ces mots sont venus lentement, délibérément. Sors et reste dehors. Tu n'es plus ma fille. La pièce est devenue silencieuse. La main de maman s'est portée à sa bouche, les yeux écarquillés de choc. Jason a baissé les yeux. Heather, à son crédit, avait l'air horrifié. Franck, tu ne penses pas ce que tu dis, a murmuré maman. Si, a-t-il dit, sans jamais me quitter des yeux. Elle veut l'indépendance. Elle l'aura ce soir.
Je suis resté parfaitement immobile, absorbant le plein impact de ses mots. La douleur était à couper le souffle, une douleur physique irradiant de ma poitrine. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Le semblant était terminé. L'amour conditionnel avait enfin montré son vrai visage. Bien, ai-je dit doucement. Je vais faire mes affaires. Stéphanie. Non, maman a supplié, les larmes coulant sur son visage. Franck, arrête ça tout de suite. Mais il était trop tard. Quelque chose s'était brisé entre nous qui ne pouvait être réparé ni par des excuses ni par le temps. Je suis monté à ma chambre, j'ai sorti ma plus grande valise et j'ai commencé à emballer méthodiquement les essentiels, vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable et mon équipement, documents importants. Le reste souvenirs d'enfance, livres, vieilles photos devraient rester derrière. Maman est apparue dans l'embrasure de ma porte, paniquée. Ne pars pas. Il va se calmer. Il le fait toujours. J'ai fermé la valise. Ce n'est pas sa colère, maman. Il s'agit de moi qui accepte enfin que rien de ce que je fais ne sera jamais suffisant pour lui, et je ne peux plus vivre comme ça. Où iras-tu, a-t-elle demandé, sa voix faible. Je m'arrangerai. Je l'ai serré fort, mémorisant l'odeur de son parfum. Je vais bien. Je te le promets. Jason se tenait maladroitement dans le couloir tandis que je traînais ma valise en bas. C'est fou, a-t-il dit. Excuse-toi juste et attends demain. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à s'excuser. Papa était assis dans son fauteuil, faisant semblant de lire le journal. Il n'a pas levé les yeux quand je suis passé. Son silence a été la confirmation finale que son ultimatum n'était pas une rage momentanée, mais une rupture délibérée. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Maman, je t'appellerai bientôt. Papa, j'ai marqué une pause, cherchant des mots d'adieu qui ne me entraient pas plus tard. N'en trouvant aucun, j'ai simplement dit « au revoir ». La porte s'est refermée derrière moi avec un clic définitif. Je me tenais sur le porche de ma maison d'enfance, une valise contenant toutes mes possessions matérielles, $230 sur mon compte courant et aucune idée de l'endroit où je dormirais cette nuit-là. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que les larmes ne viennent. En tâtonnant avec les clés, j'ai finalement réussi à démarrer le moteur, seulement pour entendre un bruit sinistre et grinçant. Le voyant moteur que j'avais ignoré pendant des semaines brillait de manière inquiétante sur le tableau de bord. J'ai réussi à conduire sur 6 pâtés de maison avant que la voiture ne s'éteigne et ne meure complètement. Assise dans ma voiture morte, dans une rue qui s'assombrissait, j'ai ri à travers mes larmes face à la tempête parfaite de désastre qu'était devenue ma vie. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle répondrait. Tara. C'est Stéphanie. J'ai besoin d'aide. Les premières nuits après avoir été chassé restent un flou dans ma mémoire. Tara m'a immédiatement envoyé de l'argent pour un billet d'avion pour Los Angeles, mais avec ma voiture en panne, j'ai dû passer la première nuit dans un motel bon marché près de l'aéroport de Denver. Je me souviens d'être assis sur le bord du matelas affaissé sous la lumière crue du néon, faisant l'inventaire de ma nouvelle réalité. J'avais mon ordinateur portable, resté fermé pendant environ une semaine, mes documents professionnels et, après l'achat du billet d'avion, un peu plus de $100 à mon nom. Ma voiture, toujours abandonnée à 6 pâtés de maison de la maison de mes parents, ne valait pas la peine d'être réparée. Mon bail d'appartement à Los Angeles avait expiré depuis longtemps. J'avais des prêts étudiants à rembourser et pas d'adresse permanente. L'ampleur de devoir tout recommencer à 22 ans était accablante. Je me suis accordé exactement 1 heure de panique et de larmes cette nuit-là. Puis je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des plans. Au moment où j'ai atterri à Los Angeles le lendemain, j'avais envoyé 15 candidatures, envoyé un email au Dr Eden concernant des opportunités potentielles et recherché les options de logement à court terme les moins chères de la ville. Tara m'attendait à l'aéroport, m'enlaçant avant même que je puisse poser ma valise. Tu restes avec moi jusqu'à ce que tu arranges les choses, a-t-elle insisté alors que nous nous rendions à son appartement. Pas de discussion. L'appartement studio de Tara était à peine assez grand pour une personne, sans parler de deux. Mais nous nous en sommes sortis. Je dormais sur un matelas pneumatique qui se dégonflait lentement pendant la nuit, nécessitant un regonflage chaque soir. Je gardais mes affaires soigneusement rangées dans ma valise, essayant de minimiser mon empreinte dans son espace. Malgré sa générosité,
j'étais déterminé à ne pas devenir un fardeau. Je ne resterai pas longtemps, ai-je promis lors de ma 3e nuit là-bas. Juste jusqu'à ma première paie. Tais-toi et mange tes ramen, a-t-elle répondu affectueusement. Mikasa Tsukasa, surtout quand ton père est un crétin de première classe. La fierté me donnait envie d'appeler à la maison pour leur montrer que j'allais bien sans leur aide. La réalité m'empêchait de passer cet appel. Je n'allais pas bien. J'étais à une opportunité manquée de la véritable sans-abrisme. Et cette connaissance me tenait éveillé longtemps après que Tara se soit endormie chaque nuit. Une semaine après mon arrivée à Los Angeles, j'ai reçu un email du Dr Eden qui a tout changé. Son ancien collègue avait besoin d'un développeur junior dans une entreprise de cybersécurité et il m'avait recommandé. Le salaire était modeste mais suffisant pour vivre, et plus important encore, c'était exactement le domaine dans lequel je voulais bâtir ma carrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut commencer immédiatement, m'a expliqué le Dr Eden lorsque je l'ai appelé. L'entretien n'est qu'une formalité. Le poste est à toi si tu le veux. J'ai commencé le lundi suivant. L'entreprise Securinc Solutions était petite mais en croissance, avec une liste de clients qui incluait plusieurs entreprises du Fortune 500. Mon rôle impliquait le débogage des protocoles de sécurité existants et l'assistance au développement de nouvelles fonctionnalités. Le travail était stimulant et exactement le genre d'expérience dont j'avais besoin. Avec ma première paie, j'ai trouvé l'option de logement la moins chère possible. Une chambre dans un appartement partagé avec 3 autres jeunes professionnels dans un quartier moins désirable de la ville. Mélissa était parajuriste, Brandon entraîneur personnel, et Donna gérante de restaurant. Aucun de nous ne vivait ces scénarios de rêve, mais nous nous en sommes sortis, établissant des plannings de nettoyage et des heures calmes, partageant des articles communaux comme le papier toilette et le liquide vaisselle pour économiser de l'argent. Ma chambre était à peine plus grande qu'un dressing, ne contenant qu'un matelas simple posé au sol et un petit bureau que j'avais trouvé dans la rue et remis à neuf. Mais c'était la mienne, payée avec mon propre argent, sans conditions ni critiques attachées. La première nuit dans cette petite chambre, j'ai mieux dormi que depuis des années. J'ai établi un budget impitoyable. Chaque dépense inutile a été éliminée. Je préparais mes repas simples le dimanche, apportais mon déjeuner au travail tous les jours, et refusais les happy hours et les dîners à l'extérieur. La moitié de chaque paie allait aux frais de subsistance, un quart au remboursement de prêts étudiants, et le quart restant à l'épargne, mon nouveau fonds de démarrage. Les nuits et les week-ends appartenaient à mon propre projet. L'application de sécurité que j'avais commencé à développer avant d'être mise à la porte prenait forme en quelque chose avec un réel potentiel. Je l'ai appelée ShieldKey, une interface simple cachant une technologie de cryptage sophistiquée qui permettrait aux petites entreprises de protéger les données clients sans avoir besoin d'un service informatique. 6 mois après le début de cette nouvelle vie, j'ai assisté à une rencontre technologique axée sur les innovations en cybersécurité. L'événement a eu lieu dans un espace de coworking en centre-ville, offrant de la pizza gratuite et des opportunités de réseautage. J'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé par une semaine particulièrement difficile au travail. Mais Tara a insisté. Tu dois parler à de vrais humains parfois, a-t-elle dit, me poussant pratiquement dehors. En plus, dîner gratuit. La pizza était médiocre, mais les connexions étaient inestimables. En particulier Adrien Wright, un designer d'expérience utilisateur qui a posé des questions réfléchies lors de ma discussion informelle sur ShieldKey avec un petit groupe de participants. La technologie semble solide, a-t-il dit alors que nous continuions notre conversation autour d'un soda tiède après. Mais ton interface a besoin d'être retravaillée si tu veux que les utilisateurs non techniques l'adoptent. Plutôt que de me sentir critiqué, j'étais intrigué. Que suggérerais-tu ? Adrien a sorti sa tablette et a rapidement esquissé une version simplifiée de mon interface actuelle. Quelque chose comme ça. Moins d'options visibles d'emblée. Une divulgation progressive des fonctionnalités au fur et à mesure que les utilisateurs en ont besoin. En regardant son design, j'ai immédiatement vu à quel point c'était plus clair que mon approche centrée sur le développeur. C'est vraiment génial. Il a souri. Les gens de la sécurité se concentrent d'abord sur la fonctionnalité, ce qui est logique, mais les utilisateurs se concentrent sur l'utilisabilité. Combinez les deux et vous avez quelque chose de spécial. Nous avons échangé nos coordonnées et, au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour discuter de ShieldKey. L'expertise d'Adrien en expérience utilisateur complétait parfaitement mes connaissances techniques.
Il comprenait comment rendre la technologie complexe accessible, exactement ce dont mon marché cible de petites entreprises avait besoin. Nous devrions nous associer là-dessus, ai-je suggéré un soir alors que nous travaillions dans un café près de mon appartement. Tes compétences en UX plus mon expertise en sécurité. Partage 50-50e. Adrien l'a envisagé pendant 5 secondes. Je suis partant. Mais nous avons besoin de financement pour bien faire les choses. La recherche d'investisseurs est devenue notre mission commune. Nous avons affiné notre plan d'affaires, créé un pitch deck convaincant et pratiqué notre présentation jusqu'à pouvoir la réciter dans notre sommeil. Puis nous avons commencé à contacter tous ceux qui pourraient être intéressés. Des business angels, de petites sociétés de capital risque, des incubateurs d'entreprises. Les rejets se sont accumulés rapidement, trop tôt, marché trop niche, revenez quand vous aurez des utilisateurs. Chaque nom était décourageant, mais nous avons continué à affiner notre approche, apprenant des questions et des préoccupations soulevées lors de chaque réunion. Notre percée est venue 9 mois après que mon père m'ait mise à la porte. Une petite investisseuse providentielle nommée Patricia Lawson, spécialisée dans les startups de cybersécurité, a accepté de nous rencontrer. Patricia avait bâti et vendu 2 entreprises de sécurité prospères et comprenait à la fois les défis techniques et les opportunités de marché de ce que nous proposions. La plupart des produits de sécurité sont conçus pour les entreprises avec des équipes informatiques dédiées, a-t-elle dit lors de notre réunion. Les petites entreprises sont laissées vulnérables parce que les solutions existantes sont trop complexes et coûteuses. Vous comblez une réelle lacune. Après 3 réunions de suivi et une due diligence approfondie, Patricia nous a offert $150 000 en financement de démarrage en échange d'une participation de 15%. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour transformer Shilky d'un projet annexe en une véritable entreprise. La nuit après avoir signé l'accord d'investissement, j'étais assise par terre dans ma petite chambre, le dos contre le mur, submergée par le chemin parcouru en moins d'1 an. De sans-abri à fondatrice financée, de fille rejetée à entrepreneur émergente, j'ai appelé ma mère pour la première fois depuis que j'avais quitté Denver. Stéphanie. Sa voix était prudente, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que c'était moi. Tu vas bien? Où es-tu? Je suis là, maman, et je vais plus que bien. Je lui ai parlé de SecureLink, de Shilky, de l'investissement. Elle a écouté silencieusement, faisant occasionnellement de petits bruits de surprise ou d'approbation. C'est merveilleux, chérie, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de spécial. Papa est là, ai-je demandé, détestant la petitesse de ma voix. Son hésitation m'a tout dit. Il est encore en train de digérer les choses. Donne-lui du temps. J'ai ravalé ma déception. Parle-lui de l'investissement si tu veux. Ou non. Ça n'a plus d'importance. Mais ça importait. Malgré tout, une partie enfantine de moi voulait toujours son approbation. Voulait toujours qu'il dise qu'il s'était trompé sur moi. Je n'étais juste plus prête à sacrifier mon respect de moi-même pour l'obtenir. Avec le financement assuré, Adrien et moi avons fait le grand saut. Nous avons tous deux quitté nos emplois pour nous consacrer à Shilky à temps plein. Nous avons loué un petit bureau dans un incubateur de start-up, embauché un développeur à temps partiel pour aider à accélérer notre développement, et commencé à courtiser nos premiers clients bêta. Les 18 mois suivants ont été les plus intenses de ma vie. Des journées de 16 heures étaient la norme. J'ai déménagé dans un appartement encore moins cher pour étirer notre budget de démarrage. J'ai appris la vente, le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, tous les aspects commerciaux que mon père prétendait que j'ignorais. Chaque décision, chaque dollar dépensé était scruté. La pression était immense. Mais contrairement à la pression de mon père, c'était une pression avec un but. Nous construisions quelque chose de réel. Notre lancement bêta avec 15 petites entreprises s'est étonnamment bien passé. Les retours étaient positifs, les utilisateurs louant particulièrement l'interface intuitive qu'Adrien avait conçue. Nous avons corrigé des bugs, amélioré des fonctionnalités et nous sommes préparés pour une sortie plus large. Patricia nous a introduits à son réseau de professionnels de la sécurité et de clients potentiels. Lentement, notre base d'utilisateurs a grandi. Au bout de 18 mois, nous avions plus de 300 clients payants, encore peu nombreux, mais en croissance constante et générant suffisamment de revenus pour étendre notre budget de démarrage. Puis vint le moment qui changea tout. Un blogueur tech bien connu, spécialisé dans la cybersécurité, a passé en revue Shilky,
la qualifiant de « solution de sécurité que les petites entreprises attendaient » et de « technologie d'une sophistication impressionnante cachée derrière une interface que ma grand-mère pourrait utiliser ». L'article a été repris par de plus grandes publications technologiques et soudain, notre courbe de croissance n'était plus linéaire. Elle était exponentielle. Dans les 2 mois suivant cet article, nous avions plus de 2000 clients et générions suffisamment de revenus pour embaucher 3 employés supplémentaires. 6 mois plus tard, nous avons atteint 10 000 clients et avons déménagé dans des bureaux plus grands. Adrien et moi ne faisions plus tout nous-mêmes. Nous avions une équipe de 15 personnes passionnées qui nous aidaient à construire notre vision. 1 an après l'article, nous avons atteint un jalon dont je n'avais fait que rêver, $1 million de revenus annuels récurrents. Schilke était passé du statut de start-up en difficulté à celui d'entreprise viable et l'industrie le remarquait. La première offre d'acquisition est arrivée un mardi matin. J'étais au milieu d'une réunion d'équipe quand mon téléphone a vibré avec un email du VP du développement commercial de Data Fortress, l'une des plus grandes entreprises de sécurité d'entreprise au monde. Il voulait discuter d'opportunités stratégiques potentielles. J'ai montré l'email à Adrien après la réunion, essayant de contenir mon excitation. Ça pourrait n'être rien, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils veulent juste un partenariat. Les sourcils d'Adrien se sont levés. Ou ils veulent nous acheter. Data Fortress ne s'associe pas avec des entreprises de notre taille. Ils les acquièrent. La réunion était prévue pour la semaine suivante à leur siège social à San Francisco. Adrien et moi avons passé chaque instant libre à nous préparer, recherchant leurs récentes acquisitions, analysant les lacunes de leurs produits que Schilke pourrait combler, et débattant de la valeur de notre entreprise pour eux. Les bureaux de Data Fortress étaient tout ce que notre espace de start-up n'était pas. Élégant, moderne, avec des fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la baie. Nous avons été escortés vers une salle de conférence où 4 cadres en costume parfaitement ajustés attendaient. Nous suivons Schilke avec intérêt, a commencé leur VP après de brèves présentations. Votre pénétration sur le marché des petites entreprises est impressionnante. Nous avons eu du mal à atteindre ce segment efficacement. Ce qui a suivi, ce sont 2 heures de discussion détaillées sur notre technologie, notre base de clients et notre équipe. Ils ont posé des questions précises sur nos projections de croissance et notre paysage concurrentiel. Nous avons répondu honnêtement mais stratégiquement, soulignant nos forces sans révéler tous nos plans futurs. Enfin, le PDG nous a rejoints. Martin Green était connu pour avoir transformé Data Fortress d'une petite société de conseil en sécurité en une entreprise cotée en bourse valant des milliards. Il ne perdait pas de temps en bavardage. Nous aimerions acquérir Schilke, a-t-il déclaré sans détour. Nous pensons que cela compléterait nos offres d'entreprise et nous donnerait accès à un segment de marché que nous n'avons pas réussi à conquérir. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Nous ne cherchons pas activement une acquisition. Tout le monde a un chiffre, a-t-il répondu avec un léger sourire. Le nôtre est de $2 millions. Il m'a fallu chaque once de maîtrise de soi pour ne pas réagir visiblement. $2 millions changeraient ma vie complètement. Je pourrais rembourser mes prêts étudiants, acheter une maison, avoir une sécurité financière que je n'avais jamais connue. Mais en regardant l'expression soigneusement vide d'Adrien, je savais que nous pensions la même chose. Ce n'était pas suffisant. Nous apprécions l'intérêt, ai-je dit avec prudence. Mais nous pensons que Schilke a une croissance significative devant elle. 2 millions ne reflètent pas notre valeur actuelle, sans parler de notre potentiel futur. Martin a hoché la tête, peu surpris. Réfléchissez-y. L'offre est valable 2 semaines. Sur le vol de retour vers Los Angeles, Adrien et moi avons décortiqué chaque moment de la réunion. 2 millions, c'est insultant, a-t-il dit. Nous générons déjà près d'1 million de revenus annuels récurrents, en croissance de plus de 20% mois après mois. J'ai acquiescé, mais le fait que Data Fortress soit intéressé valide tout ce que nous avons construit. D'autres suivront. Adrien avait raison. Quelques jours après avoir refusé l'offre de Data Fortress, nous avons reçu des demandes de 2 autres grandes entreprises de sécurité. Le bruit avait couru que nous étions en jeu. Soudain, Schilke n'était plus seulement une start-up prometteuse. C'était une cible d'acquisition précieuse. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon. Nous avons embauché un directeur des revenus avec de l'expérience dans la mise à l'échelle d'entreprises de sécurité. Nous avons élargi notre équipe d'ingénierie pour accélérer notre feuille de route produit.
Nous avons déménagé à nouveau dans des bureaux qui pouvaient accueillir notre personnel croissant, qui comptait désormais 35 personnes. Notre base de clients a dépassé les 25 000 et notre chiffre d'affaires annuel a atteint 3 millions. Les analystes de l'industrie ont commencé à mentionner Shilkey comme une force perturbatrice sur le marché de la sécurité des petites entreprises. Nous avons été invités à prendre la parole lors de grandes conférences technologiques. Un magazine tech de renom m'a inclus dans sa liste 30 Under 30 des jeunes entrepreneurs prometteurs. La prochaine offre d'acquisition est venue de SecureTech, le plus grand concurrent de Data Fortress. Leur offre initiale était de 8 millions, une amélioration significative, mais qui ne reflétait toujours pas notre trajectoire de croissance. Après 2 rounds de négociation, ils ont augmenté à 12 millions. C'était tentant, très tentant, mais notre élan ne faisait qu'augmenter. Notre nouvelle fonctionnalité, le reporting de conformité automatisé pour diverses normes réglementaires, suscitait un intérêt particulier de la part d'entreprises légèrement plus grandes que notre marché cible initial. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de notre potentiel, ai-je dit à Adrien alors que nous débattions de l'offre autour d'un plat à emporter tard dans la nuit dans notre bureau. Si nous vendons maintenant, nous nous demanderons toujours ce qui aurait pu être. Il a hoché la tête lentement. Alors nous avons continué à construire, et nous l'avons fait. Notre équipe s'est élargie à 50, puis 70 personnes. Nous avons ouvert un petit bureau à New York pour mieux servir les clients de la côte est. Nos revenus annuels récurrents ont dépassé les 10 millions de dollars, un jalon qui semblait impossible 2 ans auparavant. La presse technologique a commencé à publier des profils de notre entreprise, se concentrant souvent sur mon parcours personnel, de diplômée universitaire à fondatrice à succès. J'ai donné des interviews sélectivement, redirigeant toujours l'attention vers notre produit et notre équipe plutôt que vers mon histoire personnelle. Je n'ai jamais mentionné avoir été mise à la porte par mon père ou les difficultés de ses premiers mois. Cette douleur était encore trop personnelle pour être partagée publiquement. 3 ans après avoir été expulsé de ma maison d'enfance, j'ai reçu un email qui a tout changé à nouveau. La ligne d'objet était simple, discussion d'acquisition. PrivacyGuard. PrivacyGuard était le géant incontesté de notre industrie, une entreprise cotée en bourse avec plus de 5 milliards de revenus annuels et le nom le plus respecté en matière de sécurité des données. Leur PDG voulait me rencontrer personnellement. La réunion a eu lieu à leur siège social dans la Silicon Valley. Contrairement à la réunion de Data Fortress, celle-ci a commencé avec le PDG lui-même, James Wilson, une figure légendaire de la tech qui avait bâti PrivacyGuard d'une start-up à un leader de l'industrie. Je fais rarement ces réunions personnellement, a-t-il dit après que nous nous soyons assis dans son bureau étonnamment modeste, mais je suis les progrès de Shilkey avec intérêt. Vous avez accompli quelque chose de remarquable en rendant la sécurité de niveau entreprise accessible aux entreprises qui ne pouvaient auparavant pas se la permettre ou la gérer. Nous avons passé la première heure à discuter non pas des finances mais de la vision. Où nous voyons Shilkey évoluer, comment nous envisagions l'avenir de la sécurité pour les petites entreprises, quels défis nous trouvions les plus urgents dans l'industrie. Nos philosophies s'alignent, a finalement dit James, ce qui m'amène à la raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion. Nous voulons acquérir Shilkey et en faire la division des petites entreprises de PrivacyGuard. Vous et Adrien rejoindriez notre équipe de direction à la tête de cette division avec des ressources nettement plus importantes que celles dont vous disposez actuellement. J'ai jeté un coup d'œil à Adrien avant de demander, à quoi pensez-vous en termes de valorisation? James n'a pas hésité. 75 millions de dollars, 60 en espèces, 15 en actions PrivacyGuard avec un calendrier d'acquisition sur 3 ans pour vous et Adrien. Ce chiffre m'a frappé comme une force physique. 75 millions de dollars. Après dilution des investisseurs et partage avec Adrien, je partirai avec plus de 30 millions, de sans-abri à multimillionnaire en 3 ans. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que je ne me sentais. Bien sûr, prenez une semaine, mais sachez que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'argent. Nous pensons que Shilkey comble une lacune cruciale dans notre gamme de produits, et l'expertise de votre équipe serait inestimable à mesure que nous nous développerons sur ce marché. Le vol de retour vers Los Angeles fut silencieux. Adrien et moi étions tous deux perdus dans nos pensées. L'ampleur de l'offre était difficile à traiter. Nous avions construit Shilkey à partir de rien pour en faire quelque chose évalué à 75 millions de dollars. Après de longues discussions avec notre conseil d'administration, nos avocats et entre nous, nous avons décidé d'accepter l'offre de PrivacyGuard.
L'acquisition donnerait à notre technologie la portée et les ressources nécessaires pour aider bien plus d'entreprises que nous ne pourrions le faire indépendamment. Notre équipe resterait intacte et Adrien et moi aurions l'opportunité de continuer à diriger notre vision, mais avec un soutien considérablement accru. Le jour de la clôture de l'acquisition, j'étais assise seule dans mon bureau après que tout le monde soit parti pour la fête de célébration. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé ma part des bénéfices, 32 millions de dollars après toutes les déductions, apparaître sur mon compte. Le chiffre semblait surréaliste, déconnecté de la réalité. J'ai pensé à la nuit où mon père m'avait dit de partir et de ne jamais revenir, à dormir sur le sol de Tara, à la petite chambre avec un matelas par terre, à tous les dîners de ramen et aux événements sociaux manqués pour économiser chaque dollar possible. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Je suis intéressé par l'achat d'une maison à Malibu, ai-je dit. Mon budget est d'environ 30 millions. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers pour un manoir moderne en verre et en acier perché sur une falaise surplombant l'océan Pacifique. 5 chambres, 7 salles de bain, une piscine à débordement qui semblait se fondre avec l'horizon, et des fenêtres du sol au plafond qui inondaient chaque pièce de lumière et de vue sur l'océan. Le prix, 28 millions de dollars. C'était extravagant, peut-être irresponsable, certainement plus grand que ce dont j'avais besoin. Mais debout sur le balcon ce premier soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. J'avais prouvé à mon père qu'il avait tort de la manière la plus définitive possible. J'avais construit quelque chose de précieux. J'avais réussi à mes propres conditions. Et maintenant, j'avais une maison d'où personne ne pourrait jamais me dire de partir. Le premier mois dans mon manoir de Malibu, j'avais l'impression de vivre un rêve. Je me réveillais chaque matin avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond, le bleu infini de l'océan Pacifique s'étendant jusqu'à l'horizon. La maison était presque comiquement grande pour une personne. Mes pas résonnaient dans des pièces vides remplies de meubles achetés à la hâte qui ressemblaient plus à une maison témoin qu'à un espace habité. J'ai embauché une femme de ménage, un jardinier et une assistante personnelle pour gérer les aspects pratiques de ma nouvelle vie. Quand la femme de ménage me posait des questions sur mes préférences pour diverses pièces, je n'avais souvent aucune réponse. Je n'avais jamais eu le luxe des préférences auparavant, seulement des nécessités et des compromis. Ce que vous pensez être le mieux est devenu ma réponse standard, ce qui la frustrait visiblement. Elle voulait des directives. Je m'adaptais encore à avoir des choix. La transition d'entrepreneur débrouillard à cadre fortuné s'est accompagnée de défis inattendus. Chez Privacy Guard, je dirigeais une division avec une centaine d'employés et un budget substantiel. Les gens se tournaient vers moi pour des décisions affectant des millions de dollars et d'innombrables clients. J'ai géré ces responsabilités avec la confiance née de la construction de Shilky à partir de rien. Mais dans ma vie personnelle, je me sentais étrangement à la dérive. La lutte constante qui avait défini mon existence depuis l'université avait soudainement disparu. La nécessité de travailler 16 heures par jour, de suivre chaque dollar, de prendre chaque décision avec la survie comme considération principale, tout cela s'était évaporé du jour au lendemain. À la place, il y avait un vide que je ne savais pas comment combler. Adrien l'a remarqué lors d'une de nos sessions stratégiques au siège de Privacy Guard. « Tu sembles distraite ces derniers temps », a-t-il dit alors que nous prenions un café après. « Tout va bien avec le nouvel endroit. »« La maison est incroyable », ai-je répondu automatiquement. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est la mienne. » Il m'a étudié un instant. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » J'ai soupiré, reconnaissante d'avoir un ami qui me connaissait assez bien pour voir au-delà des apparences. Je devrais être extatique, n'est-ce pas? J'ai tout ce pourquoi j'ai travaillé, mais parfois je me réveille dans cette immense maison et elle me semble vide. As-tu parlé de tout ça à ta famille? A-t-il demandé prudemment. Il connaissait les grandes lignes de mon éloignement, mais pas tous les détails. J'ai secoué la tête. Maman sait que je vais bien, mais pas les détails. Je n'ai pas parlé à mon père depuis la nuit où il m'a mise à la porte. C'est peut-être le moment, a-t-il dit. Pas pour lui, mais pour toi. Sa suggestion est restée dans mon esprit pendant des semaines. J'avais maintenu un contact minimal avec ma mère par des appels téléphoniques occasionnels, toujours brefs et axés sur des mises à jour superficielles. Elle connaissait le succès de Shilky en termes généraux, mais pas l'acquisition ou ma nouvelle richesse. Je lui avais demandé de ne pas partager ces détails, même limités, avec mon père, bien que je soupçonnais qu'elle l'avait fait.
Jason m'avait contacté une fois peu après qu'une publication technologique ait publié un profil mentionnant la croissance rapide de Shilky. Son message était maladroitement de félicitations avec une sous-entente de surprise qui suggérait qu'il avait partagé les doutes de notre père sur ma voix. J'avais répondu poliment mais brièvement. 3 mois après avoir déménagé à Malibu, j'ai reçu un email inattendu de mon père. La ligne d'objet était simplement « Félicitations, Stéphanie ». Il disait « Ta mère m'a montré l'article sur l'acquisition de ton entreprise. Accomplissement impressionnant. J'aimerais que nous nous reconnections lors de ta prochaine visite à Denver, papa. » Non. Aucune reconnaissance de notre éloignement ou de son rôle là-dedans. Juste une note sèche qui réussissait à être à la fois de félicitations et exigeante. Classique Frank Blackwood. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement pour lui faire ressentir une fraction du rejet qu'il m'avait infligé. Une autre partie, l'enfant blessé cherchant toujours l'approbation, voulait répondre immédiatement, détaillant chaque succès, chaque validation qui prouvait à quel point il s'était trompé. Au lieu de cela, j'ai transféré l'email à ma thérapeute, un autre luxe que ma nouvelle richesse m'offrait, avec une simple question, comment gérer cela? Le docteur Brennan m'avait aidé à traiter les émotions complexes entourant mes relations familiales et ma richesse soudaine. Sa réponse fut réfléchie, réfléchissez à ce que vous attendez de toute reconnexion potentielle. Une clôture, une réconciliation, une justification. Soyez clair sur vos objectifs avant de décider. Que voulais-je? La question m'a obsédé pendant des jours. La vengeance me semblait mesquine. Une réconciliation complète semblait impossible étant donné la personnalité de mon père. Peut-être qu'une clôture était l'objectif le plus réaliste. Une chance de redéfinir notre relation sur des termes plus adultes maintenant que je n'étais plus financièrement ou émotionnellement dépendante de son approbation. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Merci pour les félicitations. Je serai à Denver le mois prochain pour une conférence et pourrai vous rencontrer pour le dîner. Veuillez me faire savoir si cela convient à votre emploi du temps. » Le dîner a été organisé dans un restaurant haut de gamme du centre-ville, un territoire neutre. J'ai pris un vol pour Denver un jour plus tôt pour me préparer mentalement, m'enregistrant dans un hôtel de luxe plutôt que de rester dans ma maison d'enfance. Le message était subtil mais clair, j'étais une visiteuse maintenant, pas une fille cherchant une réadmission dans la famille. Revoir mes parents après 3 ans fut déroutant. Papa semblait plus âgé, ses cheveux maintenant complètement gris, sa posture légèrement voûtée. Maman semblait plus petite d'une certaine manière, son sourire anxieux alors qu'elle me serrait fort dans le hall du restaurant. Jason et Heather nous ont rejoints, ajoutant à l'atmosphère de réunion de famille qui semblait à la fois familière et totalement étrangère. « Tu as bonne mine », a dit papa alors que nous étions assis, ses yeux observant ma robe de créateur sur mesure et les indicateurs subtils de richesse que je n'avais même pas réalisé avoir adoptés, la montre chère, la posture confiante de quelqu'un qui ne craignait plus l'insécurité financière. « Merci », ai-je répondu. Le travail me garde occupé, mais j'aime ça. La conversation qui a suivi fut un chef-d'œuvre d'évitement émotionnel. Nous avons discuté de sujets sur le menu du restaurant, l'évolution du paysage urbain de Denver, la récente promotion de Jason. Personne n'a mentionné la nuit de mon départ ni les années de silence qui ont suivi, jusqu'au dessert, lorsque papa s'est raclé la gorge et a adopté le ton autoritaire que je me souvenais de ses réprimandes d'enfance. L'acquisition de votre entreprise a été un bel accomplissement. 75 millions, selon la presse économique. J'ai hoché la tête, maintenant le contact visuel. Oui, Shilky a grandi plus vite que nous ne l'avions même anticipé. J'ai toujours su que tu avais ce genre de motivation, a-t-il continué comme s'il réécrivait l'histoire. Ça vient de moi, je suppose. Cette détermination à réussir quoi qu'il arrive. Maman s'est agitée. Jason est soudainement devenu très intéressé par son cheesecake. Heather nous a regardés avec de grands yeux. L'ancienne Stéphanie aurait laissé passer, aurait accepté cette réinterprétation pour maintenir la paix. Mais je n'étais plus cette personne. En fait, ai-je dit calmement, j'ai réussi malgré qu'on m'ait répété que j'échouerais, que mes idées n'étaient pas pratiques, que je gaspillais mon potentiel. L'expression de papa s'est durcie. J'étais dur avec toi parce que je voulais que tu sois préparé au monde réel. On dirait que ça a marché. Est-ce ainsi que vous vous en souvenez, ai-je demandé, ma voix stable, parce que je me souviens qu'on m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Je me souviens n'avoir nulle part où aller et presque rien à mon nom.
Je me souviens avoir bâti mon entreprise sans filet de sécurité parce que vous l'avez retiré. La table est devenue silencieuse. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Jason a fixé son assiette. C'était un regrettable malentendu, a dit papa sèchement. Je n'ai jamais eu l'intention. Ce n'était pas un malentendu, ai-je interrompu. C'était un moment décisif. Et bien que je ne vous en remercie pas, je reconnais que cela m'a forcé à compter entièrement sur moi-même. Donc, d'une certaine manière, vous aviez raison. J'ai appris de votre exemple. J'ai appris exactement quel genre de parent, quel genre de personne je ne veux jamais être. J'ai posé ma serviette sur la table et me suis levé. Merci pour le dîner, maman. Je vous appellerai demain. Je crois que j'ai besoin d'air. Dehors, le soir frais de Denver a aidé à calmer mon cœur battant. Je n'avais pas prévu d'être aussi direct, mais l'entendre tenter de s'approprier mon succès comme validation de son rôle parental avait déclenché quelque chose de primaire. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jason, ça a pris du cran. Il avait besoin d'entendre ça. Appelle-moi demain. Des larmes inattendues ont piqué mes yeux. Peut-être n'étais-je pas aussi seul dans ma perspective que je l'avais pensé. De retour à Malibu, la confrontation avec mon père a déclenché une cascade de répliques émotionnelles. J'ai vécu ma première crise de panique dans mon somptueux salon, haletant sur un canapé qui coûtait plus que l'intégralité de mon premier salaire annuel chez SecureLink. L'ironie ne m'a pas échappé, avoir tout ce pour quoi j'avais travaillé et toujours avoir l'impression de me noyer. Le docteur Brennan m'a aidé à reconnaître que le succès financier, bien que validant, n'avait pas guéri les blessures plus profondes de l'amour conditionnel et du rejet. L'approbation de votre père était la monnaie que vous recherchiez toute votre vie, a-t-elle expliqué. Maintenant, vous avez une monnaie littérale au-delà de l'imagination, mais cette monnaie émotionnelle manque toujours. Cela crée une dissonance cognitive. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Il y avait des jours où le vide de ma magnifique maison me submergeait. D'autres jours où la vue de l'océan me remplissait d'une paix et d'une gratitude sincère. Progressivement, j'ai commencé à faire de cet espace le mien, remplaçant les meubles génériques par des pièces qui reflétaient mon goût personnel. Convertissant l'une des chambres inutilisées en bureau à domicile où je pouvais travailler sur de nouvelles idées. J'ai créé la fondation Blackwood, axée sur le soutien aux jeunes femmes dans la technologie avec du mentorat et un financement de démarrage. La fondation a donné un but à ma richesse au-delà du confort personnel, me permettant de créer le système de soutien que j'aurais aimé avoir pendant ces premières journées difficiles. 6 mois après le dîner de Denver, ma mère m'a rendu visite seule à Malibu. Voir sa réaction à ma maison, la joie sincère dans ses yeux alors qu'elle explorait chaque pièce, m'a aidé à voir mon succès sous un autre angle, non pas comme une justification contre mon père, mais comme un accomplissement digne d'être célébré pour lui-même. J'ai toujours cru en toi, a-t-elle dit alors que nous étions assises sur la terrasse, regardant le coucher de soleil, même quand je n'ai pas tenu tête à ton père comme j'aurais dû. J'espère que tu le sais. Je sais, maman, ai-je répondu, et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. Ses échecs en tant que protectrice n'annulaient pas son amour, aussi compliqué fut-il par ses propres limites. Elle est restée une semaine, plus longtemps que nous n'avions passé de temps ensemble depuis que j'étais parti à l'université. Pendant ce temps, nous avons commencé à reconstruire notre relation en tant qu'adultes. Non pas mère et fille dépendantes, mais 2 femmes avec une histoire partagée et une affection sincère. Jason et moi nous sommes également reconnectés. Notre relation adulte était plus saine que notre dynamique d'enfance compétitive. Il a rendu visite avec Heather et leur nouveau-né, mon neveu Thomas. En tenant ce tout petit être humain, j'ai ressenti une détermination féroce à ce qu'ils ne connaissent jamais l'amour conditionnel qui avait façonné mon enfance. Mon père est resté distant, nos contacts se limitant à des emails occasionnels et de brèves conversations téléphoniques lors des vacances. J'ai accepté qu'une relation significative ne serait peut-être jamais possible étant donné son incapacité à reconnaître son rôle dans notre éloignement. Cette acceptation, aussi douloureuse fut-elle, a apporté sa propre sorte de paix. 3 ans après l'acquisition de mon manoir, je ne me sentais plus comme une imposteur dans ma propre vie. La maison était devenue un véritable foyer rempli de souvenirs d'amis réunis autour de ma table à manger, de matins calmes à regarder les dauphins jouer au loin, de nuits tardives à travailler sur de nouvelles idées qui m'excitaient, quel que soit leur potentiel de profit. J'avais trouvé un équilibre entre mon rôle chez Privacy Guard et les projets personnels qui nourrissaient mon esprit entrepreneurial. J'avais construit un cercle social d'amis sincères qui connaissaient mon histoire,
mais ne me définissait ni par ma richesse ni par mes luttes passées. Et le plus important, j'avais commencé à définir le succès à mes propres conditions, non pas comme une réfutation des critiques de mon père, mais comme une expression authentique de mes valeurs et de mes capacités. Un matin, alors que j'étais sur mon balcon, regardant le lever du soleil, je me suis souvenu de quelque chose que grand-mère Lilian m'avait dit il y a longtemps, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, Stéphanie, il s'agit de prouver que tu as raison. À ce moment-là, avec la première lumière du jour illuminant l'horizon infini, j'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai mis les pieds pour la première fois dans mon manoir de Malibu. 5 ans depuis l'acquisition qui m'a transformé d'entrepreneur en difficulté en cadre fortuné. Le chemin de cette nuit douloureuse où mon père m'a jeté dehors jusqu'à là où je suis aujourd'hui continue de façonner chaque aspect de ma vie, bien que d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma vie professionnelle a évolué de manière significative après la fin de mon engagement initial de 3 ans envers Privacy Guard. Bien que l'expérience ait été précieuse, la vie à Privacy Guard m'a fait regretter l'autonomie et la liberté créative de diriger ma propre entreprise. Avec la sécurité financière pour prendre des risques, j'ai lancé une nouvelle start-up axée sur la technologie éducative, créant une formation en cybersécurité abordable et accessible pour les écoles et les organisations à but non lucratif. EdSecure combine mon expertise technique avec une mission qui me touche profondément. Grandir avec un accès limité à l'éducation technologique m'a montré à quel point ces compétences sont cruciales pour les opportunités futures. Nous fixons le prix de nos produits sur une échelle mobile, rendant la formation en sécurité de niveau entreprise accessible aux organisations ayant des budgets limités. Après 2 ans, nous servons plus de 5000 écoles à l'échelle nationale avec une équipe de 40 employés passionnés qui partagent ma vision. Ma relation avec Adrien reste l'un de mes partenariats professionnels les plus précieux. Bien que nous ayons suivi des chemins différents après Privacy Guard, il a lancé une entreprise de conseil en design UX prospère. Nous nous rencontrons toujours chaque mois pour échanger des idées et nous donner des retours honnêtes. Sa perspective a aidé à façonner l'interface conviviale d'EdSecure, rendant les concepts de sécurité complexes accessibles aux éducateurs non techniques. Personnellement, le changement le plus inattendu est venu sous la forme de Michael Chen, que j'ai rencontré lors d'une conférence sur l'éducation technologique à San Francisco. En tant que fondateur d'une organisation à but non lucratif axée sur l'apport de l'éducation STEM aux communautés mal desservies, sa passion et son intégrité m'ont immédiatement impressionné. Contrairement aux relations précédentes où mon succès ou ma richesse devenait un facteur de complication, Michael était sûr de son propre but et de ses réalisations. Notre relation s'est développée lentement. D'abord l'amitié, puis une connexion plus profonde. Il a été la première personne que j'ai ramenée à la maison qui a fait en sorte que ma maison massive se sente de taille appropriée, la remplissant de rire et de chaleur. Après 2 ans ensemble, il a emménagé, apportant sa collection de romans de science-fiction vintage et son habitude de préparer des petits déjeuners du dimanche élaborés que nous mangeons sur la terrasse, quel que soit le temps. Ton succès fait partie de toi, pas tout de toi, m'a-t-il dit une fois quand je m'inquiétais du déséquilibre que nos situations financières pourraient créer. Je suis tombé amoureux de Stéphanie la personne, pas de Stéphanie la multimillionnaire. Le processus de guérison avec ma famille continue d'évoluer de manière complexe. Ma mère et moi avons bâti une nouvelle relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dynamique dysfonctionnelle de mon enfance. Elle me rend visite fréquemment, a développé un lien étroit avec Michael et a même recommencé à peindre, sa passion qui avait été mise de côté pendant son mariage. La voir retrouver sa créativité dans la soixantaine a été l'une de mes plus grandes joies. Jason et moi nous sommes étonnamment rapprochés. La dynamique compétitive que notre père avait entretenue entre nous s'est dissoute une fois que nous avons été libres de définir le succès à nos propres conditions. Il a finalement quitté la société d'investissement où il avait suivi le chemin prescrit par notre père et a lancé une entreprise de construction durable qui correspondait mieux à ses valeurs personnelles. Nos conversations sont maintenant plus de soutien que de comparaison, axées sur l'aide mutuelle pour prospérer plutôt que sur la mesure de qui est en avance. Mon père reste la relation la plus compliquée de ma vie. Après plusieurs tentatives tendues de réconciliation, nous nous sommes installés dans une connexion distante mais civile. Il ne s'est jamais excusé de m'avoir jeté dehors. J'ai accepté qu'il ne le fera probablement jamais, mais il a fait de petits gestes de reconnaissance. Un article découpé sur EdSecure envoyé par la poste. Un email me félicitant pour un prix de l'industrie. Des interactions brèves et superficielles qui reconnaissent mon existence sans franchir les murs émotionnels entre nous. Noël dernier, j'ai invité toute ma famille à Malibu.
Ma première fois à organiser une fête de famille. Papa a accepté, ce qui a surpris tout le monde, y compris lui-même peut-être. La visite a été parfois gênante, mais a aussi révélé des aperçus de l'homme au-delà du patriarche sévère avec lequel j'avais grandi. En le regardant jouer avec les enfants de Jason sur la plage, j'ai vu une douceur momentanée que j'avais rarement vue dans mon enfance. « Votre maison est quelque chose », a-t-il dit la dernière nuit alors que nous étions sur le balcon après que tout le monde soit allé se coucher. « Vous avez bien réussi pour vous-même. » « Merci », ai-je répondu, acceptant la chose la plus proche de l'approbation qu'il pouvait offrir. « Je pense toujours que l'école de commerce aurait été un chemin plus direct, » a-t-il ajouté, incapable de résister à une petite critique. J'ai souri, ne me sentant plus blessé par son incapacité à embrasser pleinement mes choix. Peut-être, mais c'était mon chemin. Il a hoché la tête, et nous sommes restés en silence, regardant le clair de lune sur l'océan, non réconciliés, non guéris, mais en paix avec nos différences d'une manière qui aurait semblé impossible il y a 5 ans. L'un des aspects les plus significatifs de mon parcours a été l'opportunité de mentorer de jeunes femmes confrontées à des pressions familiales similaires concernant leur choix de carrière. Grâce à la fondation Blackwood, j'ai travaillé avec des dizaines de jeunes entrepreneurs en herbe, leur fournissant non seulement un financement, mais aussi le soutien émotionnel et la validation qui me manquaient à leur étape. Lily Ramirez, notre première bénéficiaire de subvention, a récemment vendu son application de soins de santé à une importante entreprise de technologie médicale. Lors du dîner de célébration, elle a porté un toast qui m'a mis les larmes aux yeux, à Stéphanie, qui a cru en moi quand ma propre famille disait que la technologie n'était pas pour les filles de l'Est de Los Angeles. Vous n'avez pas seulement financé mon entreprise. Vous m'avez montré ce qui était possible en le vivant vous-même. Ces mots ont cristallisé quelque chose que j'ai appris à comprendre, notre plus grand impact ne vient souvent pas de nos réalisations directes, mais de la façon dont elles créent des possibilités dans l'esprit des autres. Le mois dernier, j'ai visité la tombe de grand-mère Lilian à Denver pour la première fois depuis ses funérailles. J'ai apporté des roses jaunes, ses préférées, et je me suis assise près de la simple pierre tombale pendant plus d'1 heure. Je lui ai parlé du manoir, d'Ed Secure, de Michael et de la fondation. Je l'ai remercié pour l'ordinateur qui a tout commencé, mais plus important encore, d'avoir été la seule personne à me voir clairement quand je ne pouvais pas encore me voir moi-même. Tu avais raison, ai-je murmuré avant de partir. J'ai vraiment construit quelque chose de merveilleux. Les leçons de mon parcours continuent de se révéler quotidiennement. J'ai appris que la résilience ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves, mais à maintenir son essence profonde à travers la lutte et le succès. Que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés ou en solde bancaire, mais en relations qui célèbrent votre moi authentique. Que parfois les personnes qui devraient vous aimer le plus échouent spectaculairement, et qu'il s'agit de leurs limites, pas de votre valeur. Le plus important, j'ai appris que se faire dire de partir et de rester dehors, bien que dévastateur sur le moment, m'a forcé à trouver mon propre chemin d'une manière que le confort n'aurait jamais permise. Le manoir n'est pas une victoire sur le rejet de mon père. C'est un témoignage de la force que j'ai trouvée lorsque ce rejet m'a poussé à compter entièrement sur moi-même. La vue depuis ma terrasse me coupe toujours le souffle, surtout au lever du soleil lorsque l'océan entier semble illuminé de l'intérieur. Mais maintenant je comprends que la paix que je ressens en regardant ces levers de soleil ne vient pas de ce que je possède, mais de ce que je suis devenu. Quelqu'un qui croit enfin en sa propre valeur, indépendamment de la validation ou de la critique externe. S'il y a un message que je pourrais partager avec quiconque est confronté au rejet ou à des blessures familiales similaires aux miennes, c'est celui-ci: les personnes qui ne peuvent pas voir votre valeur ne déterminent pas votre valeur. Leurs limites ne sont pas votre destin. Le chemin à parcourir peut être plus difficile sans leur soutien, mais la force que vous développerez en comptant sur vous-même vous mènera plus loin que leur approbation ne l'aurait jamais fait. La vie contiendra toujours à la fois douleur et beauté. La vraie résilience n'est pas d'éviter la douleur. C'est d'apprendre à construire une vie significative qui englobe les deux, en utilisant même les blessures les plus profondes comme pierres angulaires pour quelque chose d'authentique et de purposeful. Avez-vous déjà vécu un rejet qui vous a finalement poussé vers quelque chose de mieux? Ou trouvez en vous une force que vous ne saviez pas exister jusqu'à ce que les circonstances vous forcent à la trouver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nos parcours collectifs de résilience peuvent inspirer d'autres personnes qui pourraient se trouver dans cette étape douloureuse de l'expulsion en ce moment. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de transformation, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que ces luttes actuelles pourraient être le fondement d'une force future. Merci d'avoir écouté mon histoire.